Juliette Binoche vient de briser 35 ans de silence. Et ce qu'elle révèle enfin sur Leos Carax glace Hollywood. Leur histoire n'était pas seulement du cinéma, mais une blessure profonde que personne n'avait osé nommer. Et dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi cette vérité est restée enfouie pendant plus de 3 décennies. Aux yeux du public, Juliette Binoche a toujours ressemblé à une forme de silence lumineux. Un visage qui n'avait pas besoin de parler fort, un regard à la fois lointain et d'une honnêteté presque douloureuse, comme si elle percevait ce que les autres préféraient ignorer. Dès la fin des années 1980, lorsqu'elle apparaît pour la première fois au cinéma, elle attire l'attention par une qualité rare, la présence. Chez elle, la lumière n'était jamais un effet, mais une respiration intérieure. En entrant dans le cinéma français, elle devient rapidement l'une des actrices les plus recherchées. Les critiques voient en elle la femme aux émotions invisibles, celle qui exprime l'indicible par une simple inclinaison du visage. Le public, lui, perçoit un contraste presque impossible, une fragilité douce mêlée à une force tranquille. On disait souvent que Juliette ne jouait pas. Elle habitait les scènes. Elle donnait au silence une texture, et à chaque regard, une profondeur qui dépassait les mots. Mais derrière cette douceur apparente se cachait une personnalité façonnée par la discipline, des années de danse, de peinture, d'observation minutieuse. Juliette appartenait à ces artistes dont la simplicité extérieure dissimule une intensité presque inquiétante. Sur un plateau, elle ne cherchait jamais le centre, c'était le centre qui tournait autour d'elle. Dans les entretiens, elle parlait peu, mais chaque phrase sonnait comme un fil tendu entre vérité et pudeur. Elle faisait du silence une forme d'art. Quand The English Patient la projette à Hollywood, le monde anglo-saxon découvre alors une actrice qui échappe à leur code. Ils y voient une présence rare, une femme qui n'est pas définie par le bruit de la célébrité, mais par la densité de sa solitude. Juliette semblait porter une lumière stable au milieu du chaos médiatique. Dans une époque de performances tonitruantes, elle représentait le calme. Et ce calme intriguait. Cependant, la gloire n'a jamais été toute l'histoire. Ceux qui travaillaient avec elle racontent une autre facette, une rigueur presque austère, un perfectionnisme silencieux, une capacité à se dissoudre dans un rôle sans jamais se perdre. Elle entrait dans chaque film comme dans une chambre intérieure, où les émotions n'étaient libérées qu'au moment exact où la caméra le demandait. Elle restait douce, mais elle ne cédait jamais sur l'essentiel. Ce que le public ignorait, ou ne comprenait qu'à demi, c'était cette solitude profonde que portent souvent ceux qui vivent avec une honnêteté totale. Plus elle était admirée, plus elle devait protéger ce noyau intime qui lui permettait de survivre à la lumière. Elle fuyait les scandales, les rumeurs, les curiosités indiscrètes. Et surtout, elle fuyait les questions sur les hommes qui avaient marqué sa vie, comme pour éviter qu'on y pose les doigts. Parmi ces hommes, un nom revenait toujours, mais ne sortait jamais de sa bouche, Leos Carax. Le cinéaste aux ombres bleues, au silence coupant, celui qui transformait les acteurs en blessures ouvertes. Il était là, dans les marges de son histoire publique, comme une silhouette que l'on aperçoit sans pouvoir l'approcher. Et pour comprendre ce qu'elle s'apprête à révéler, il faut accepter une vérité simple. Parfois, les artistes qui portent le plus de lumière sont aussi ceux qui ont aimé dans l'obscurité la plus dense. Ils se rencontrent au milieu des années 1980, dans un studio parisien où la lumière tombait comme une pluie pâle sur les décors inachevés. Juliette Binoche arrivait avec cette douceur discrète qu'elle portait partout, une énergie presque silencieuse, faite de gestes mesurés et de regards qui observent avant de juger. Leos Carax, lui, entrait comme une rupture.
Il avait quelque chose d'électrique, un mélange de timidité et d'arrogance, de génie et d'inquiétude, qui rendait sa présence impossible à ignorer. Dès les premières minutes, leurs contrastes s'attirèrent comme deux pôles contraires. Léos ne parlait pas beaucoup. Il posait des questions étranges, coupées en deux, comme s'il n'était jamais totalement parmi les vivants. Juliette, habituée à sentir les émotions avant de les exprimer, perçut chez lui une forme de blessure intérieure. Ce n'était pas un homme simple. Ce n'était pas un homme facile. Mais c'était un homme qui voyait. Et elle, sans le vouloir, devint immédiatement quelqu'un qu'il voyait trop bien. Le premier essai caméra fut presque un choc esthétique. Dans le cadre dessiné par Carax, Juliette comprit qu'elle devenait autre chose, non plus une actrice, mais un fragment de lumière soumis à sa vision. Il ne lui donnait pas de direction. Il la déplaçait du regard, comme s'il sculptait l'air autour d'elle. Pour la première fois, elle sentit un réalisateur entrer dans ses silences, lire ce qu'elle s'efforçait d'habitude de cacher. Et au lieu d'avoir peur, elle eut la sensation étrange de se reconnaître. Leurs échanges étaient faits de longues pauses, de mots rares, de souffles retenus. Lorsqu'ils parlaient, ce n'était jamais de choses pratiques. Ils parlaient de solitude, de rêves inachevés, de visages qui hantent les nuits. Léos disait peu, mais chaque phrase semblait peser plus lourd que les précédentes. Juliette, qui ne s'ouvrait jamais facilement, sentit qu'elle pouvait laisser tomber certaines protections, comme si cet homme, sans un geste, avait trouvé la porte qu'elle protégeait depuis l'enfance. Les techniciens, autour d'eux, murmuraient que quelque chose se passait. Ce n'était pas encore de l'amour, ni même de la fascination. C'était une collision, une manière de se reconnaître dans la fragilité de l'autre, dans ce mélange dangereux de sensibilité et d'exigence. Juliette venait avec son calme. Léos arrivait avec ses tempêtes. Et, sans qu'il s'en rende compte, le film qu'il préparait devenait le décor d'un lien qui allait marquer chacun d'eux plus profondément que prévu. Un soir, après une répétition qui n'avait duré que quelques minutes, Léos resta immobile devant elle. La pièce était presque vide. On n'entendait que le bruit du néon qui grésillait au plafond. Il la regarda longtemps, comme s'il cherchait dans son visage une réponse qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Puis il murmura : « Je crois que je t'ai déjà vu, quelque part, avant ce film. » Elle sourit doucement, ne sachant pas quoi répondre, et ce sourire suffit pour sceller quelque chose d'invisible entre eux. Plus tard, Juliette dira que ce n'était pas un début. C'était un glissement. Une manière, pour deux êtres opposés de s'approcher sans s'en rendre compte. Et comme toujours dans les rencontres qui changent une vie, rien ne semblait exceptionnel, sauf ce sentiment que le destin venait d'ouvrir une porte. Au début, tout semblait si simple, comme si la vie, pour une fois, avait décidé de ne pas résister. Dès les premiers jours de tournage, Juliette et Léo se retrouvèrent dans une bulle étrange où les gestes comptaient plus que les explications. Ils n'étaient pas encore un couple, ni même une promesse, mais une sorte d'accord silencieux, une manière de respirer ensemble dans l'espace d'un film en construction. Le studio, pourtant froid et poussiéreux, devenait un refuge où quelque chose de doux prenait forme sans brusquerie. Chaque matin, Juliette arrivait avant tout le monde. Elle aimait observer la lumière tomber sur les décors vides, comme si elle cherchait à comprendre l'âme du film avant qu'il n'existe réellement. Léos la rejoignait quelques minutes plus tard, avec cette allure d'homme encore à moitié absent du monde. Ensemble, ils parlaient peu, mais leur silence n'était jamais lourd. Ils étaient habités. Elle ressentait alors une sensation nouvelle, celle d'être regardée sans être jugée,
d'être deviné sans être déformé. Le travail sur les premières scènes leur donna l'illusion d'une harmonie rare. Léos filmait Juliette comme s'il filmait une apparition. Il évitait les consignes longues, préférant un léger mouvement de tête, un souffle, un encore, murmurant, presque tendre. Juliette, habituellement méfiante avec les réalisateurs trop invasifs, se laissa guider. Il y avait dans sa direction une précision profonde, mais aussi une confiance implicite. Il savait qu'elle comprenait sans qu'il ait besoin de forcer quoi que ce soit. Ce langage muet les rapprocha plus vite que prévu. Le soir, lorsqu'ils quittaient le plateau, ils marchaient parfois côte à côte dans les rues encore humides de Paris. La ville semblait leur appartenir. Léos parlait un peu plus que d'habitude, racontant ses obsessions, ses films inachevés, ses nuits d'insomnie où il cherchait l'image parfaite. Juliette écoutait, attentive, touchée par cette vulnérabilité rare qu'il ne montrait à personne d'autre. Elle réalisait qu'il était un homme construit de failles et de fulgurances, et que c'était précisément ce contraste qui la captivait. Il y eut aussi ces moments minuscules, presque invisibles, où le lien se resserra sans qu'il ne l'avoue. Une main qui frôle l'autre en ajustant un costume. Un rire qui échappe au milieu d'une répétition. Un regard trop long, trop direct, pour n'être que professionnel. Tout semblait baigné dans une lumière douce, comme si le monde, pour un temps, acceptait de suspendre ses exigences. Leur différence, elle calme, lui chaotique, ne les éloignait pas. Elle créait une sorte d'équilibre fragile qu'il protégeait instinctivement. Pour Juliette, cette période représentait plus qu'un tournage réussi. C'était la découverte d'un espace où elle pouvait exister sans masque, où son jeu n'était pas une performance mais une vérité partagée. Elle se sentait portée, vue et surtout comprise. Pour un artiste, c'est une forme de miracle. Léos, de son côté, semblait trouver en elle un point fixe, une silhouette lumineuse au milieu de ses propres ombres. Il se surprenait parfois à l'attendre, à chercher sa présence avant même que la caméra ne tourne. Mais, comme dans toutes les histoires qui commencent trop bien, un frémissement presque imperceptible commença à apparaître. Au fil des semaines, Juliette remarqua des silences différents, plus lourds, plus pensifs. Parfois, Léo s'absentait quelques heures sans prévenir, retournant dans ses zones grises. D'autres fois, il la regardait comme s'il craignait déjà de la perdre. L'harmonie restait, mais quelque chose derrière commençait doucement à se fissurer. C'est souvent ainsi que la lumière agit. Elle révèle la beauté, mais elle annonce aussi les ombres à venir. Juliette ne le savait pas encore, mais ce temps suspendu n'était pas un refuge. Il était une parenthèse, et comme toutes les parenthèses, il finirait par se refermer. Le glissement fut d'abord imperceptible. Une tension légère, presque invisible, qui s'installait entre eux comme une poussière que personne ne voit tomber, mais qui finit par couvrir toute une pièce. Après la lumière douce des premiers mois, quelque chose changea dans la manière dont Léos regardait Juliette. Ce n'était plus l'émerveillement calme d'un créateur devant sa muse, mais une inquiétude sourde, un doute qui ne disait pas son nom. Et dans ces silences nouveaux, Juliette comprit qu'une étape venait d'être franchie. Léos devint plus exigeant. Pas d'une exigence professionnelle, mais d'une exigence diffuse, impossible à saisir. Il demandait des prises supplémentaires sans raison, coupait des scènes qu'il avait lui-même adorées, s'enfermait des heures dans une salle de montage sans prévenir personne. Parfois, il la fixait longuement, comme si quelque chose en elle lui échappait d'un coup. Juliette sentait qu'il lui en voulait, mais ne savait pas de quoi. La douceur qui les avait rapprochés se transformait en une tension glacée, une forme de distance,
qui blessait plus que la colère. Un soir, après une journée épuisante, Léos lui demanda de refaire une scène qui avait déjà été tournée parfaitement. Quand elle lui demanda ce qu'il cherchait exactement, il répondit simplement « plus de vérité ». Mais son ton n'était pas celui d'un réalisateur. C'était celui d'un homme blessé, presque jaloux d'une part d'elle qu'il ne pouvait contrôler. Juliette se sentit soudain rétrécir, comme si elle n'existait plus qu'à travers les attentes insaisissables d'une autre. La jalousie s'invita en silence, sans heurte, sans cri. Lorsque Juliette fut sollicitée pour un autre projet, Léos devint froid, distante, presque méprisant. Il ne disait rien, mais sa manière de se détourner parlait pour lui. Il avait cette façon de disparaître du plateau, de laisser derrière lui une pièce figée, comme si sa seule absence suffisait à faire comprendre qu'il n'acceptait pas de la partager avec un autre réalisateur. Juliette, elle, continuait d'avancer, mais chaque pas lui semblait plus lourd. Il y avait aussi ces moments de humiliation discrète, que seuls ceux qui connaissent la violence silencieuse peuvent reconnaître. Une consigne sèche devant l'équipe, un commentaire glacial glissé comme un jugement définitif. Une comparaison blessante avec une version d'elle-même qui n'existait que dans sa tête. À chaque fois, Juliette encaissait, cherchant à comprendre ce qui était en train de s'effondrer. Elle avait l'impression de marcher sur du verre, chaque geste pouvant déclencher une fissure nouvelle. Le tournage devint un terrain instable où l'affection d'Hier laissait place à une forme de contrôle subtil. Léos n'avait pas besoin de hausser la voix. Ses silences faisaient tout le travail. Ils étaient lourds, coupants, presque punitifs. Juliette se surprit à anticiper ses réactions, à adapter ses mots, à réduire son espace intérieur pour éviter de déclencher les tempêtes muettes qu'elle voyait monter dans ses yeux. C'était comme si l'homme, qu'elle avait appris à comprendre, s'éloignait dans une brume où elle ne pouvait plus le suivre. Peu à peu, elle commença à disparaître. Pas pour les autres, le monde continuait de la voir comme une actrice brillante, présente, lumineuse. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle s'éteignait. Elle sentait que la femme qui, autrefois, trouvait dans le travail une source d'équilibre, devenait maintenant une ombre dans sa propre vie. Léos exigeait d'elle une disponibilité totale, comme si chaque respiration devait coïncider avec la sienne. Et quand elle ne répondait pas à cette attente invisible, il se fermait encore davantage. Un jour, alors qu'il révisait une scène, Léos la regarda d'une manière qu'elle ne reconnut pas. Ce n'était plus de l'admiration, ni de la tendresse. C'était une forme de reproche silencieux. Il murmura « Tu n'es plus celle que j'aille filmer au début ». Cette phrase, prononcée sans violence apparente, la traversa comme une lame fine. Elle comprit que, pour lui, elle n'avait jamais été totalement une personne. Elle avait été un reflet, une projection, une image façonnée par son besoin. Et maintenant que cette image évoluait, il lui en voulait de changer. Ce fut le début de la véritable chute. Juliette comprit que ce qui lui reprochait profondément n'était pas une performance imparfaite, ni un choix artistique. Ce qu'il ne supportait pas, c'était qu'elle existe en dehors de lui, qu'elle est une lumière qui n'était pas née sous sa caméra, une lumière qu'il ne pouvait ni contrôler, ni posséder. Et c'est souvent ainsi que les histoires trop intenses se brisent, non pas dans la violence, mais dans la fatigue d'être trop vues, puis soudain pas assez. La nuit où tout bascula n'avait rien d'extraordinaire. Pas de cris, pas d'explosion. Juste une fatigue lourde dans l'air, comme si le plateau lui-même sentait que quelque chose arrivait à sa fin. Il tournait depuis des heures, dans une atmosphère épaisse où les gestes semblaient se répéter sans conviction. Juliette jouait une scène simple, un regard à donner, une marche à reprendre. Mais Léo restait insatisfait.
Il demandait encore. Puis encore, d'une voix presque absente. À la 13e prise, elle comprit que ce n'était plus la scène qu'il cherchait. C'était une part d'elle qu'il ne retrouvait plus. Et ce manque, il le transformait en reproche silencieux. Lorsqu'elle s'approcha pour lui demander ce qu'il voulait réellement, il détourna les yeux, presque irrité, comme si sa présence le dérangeait. Ce geste, si petit, la frappa plus que toutes les phrases blessantes qu'il aurait pu dire. Le plateau s'était vidé. Les techniciens murmuraient au loin. Juliette resta au centre de la pièce, sous la lumière blanche du projecteur encore allumé. La lumière tombait sur elle comme une vérité brutale. Elle n'avait plus sa place dans l'espace qu'ils avaient construit ensemble. Elle sentit son souffle devenir court, comme si un fil invisible venait d'être coupé. Léos revint quelques minutes plus tard, ramassant un carnet sans même la regarder. Son silence était devenu une frontière. Juliette, dans un instinct presque animal, comprit que rester là reviendrait à se perdre un peu plus. Alors, elle fit un geste simple. Elle enleva le manteau qu'il lui avait prêté lorsqu'il avait commencé le tournage, des semaines plus tôt. Elle le posa sur une chaise, doucement, comme on dépose une promesse trop lourde. Elle avança vers la porte. Ses pas résonnaient dans la pièce vide. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Léos, absorbé dans ses notes, ne leva pas la tête. Il ne vit pas qu'elle partait. Ou peut-être le savait-il déjà et choisissait-il de ne pas la retenir. Ce fut ce détail, son absence dans sa propre histoire, qui acheva de la convaincre. En quittant le studio, elle sentit le froid de la nuit glisser sur son visage. Un froid réel, mais aussi un froid intérieur. Celui qui vient lorsque l'on comprend que quelque chose cesse de briser définitivement. Elle marcha longtemps sans regarder derrière elle. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. Car parfois, ce qui nous brise n'est pas la violence d'un geste, mais la douceur d'une porte que l'on ferme soi-même. 35 ans plus tard, Juliette décida enfin de parler. Cela se passa dans une salle blanche, calme, où une seule caméra était allumée. Pas de décor, pas de mise en scène. Juste elle, assise droite, le visage sincère, les mains posées l'une dans l'autre comme pour retenir quelque chose qui risquait de lui échapper. Lorsqu'on lui demanda ce qu'elle voulait dire sur Léos Carax, elle inspira lentement, comme si l'air était devenu lourd après toutes ces années de silence. Elle ne chercha pas à raconter une histoire. Elle dit seulement des phrases simples, presque murmurées. La première fut « Il m'a brisé sans jamais lever la voix ». La salle devint soudain plus étroite, comme si chaque mot résonnait contre les murs. Puis elle ajouta « Son silence pesait plus que n'importe quel cri. Ce n'était pas une accusation, mais un constat. Une manière de nommer ce qui l'avait marqué plus profondément que toutes les blessures visibles. » Elle expliqua qu'elle avait longtemps pensé que se taire la protégerait. Que garder pour elle les zones d'ombre était une façon de respecter ce qu'il avait partagé. Mais en vieillissant, elle comprit que le silence, parfois, emprisonne plus qu'il ne protège. Alors elle parla de ce lien étrange, de cette lumière qui s'était transformée en ombre. « J'ai payé notre amour avec ma lumière, » dit-elle doucement, sans colère. Son visage restait calme, comme si la vérité, une fois dite, n'avait plus de pouvoir destructeur. Hollywood réagit avec stupeur. On ne s'attendait pas à ce que Juliette Binoche, l'actrice, la plus discrète de sa génération, dévoile une part aussi intime de son passé. Mais ceux qui la connaissaient savaient que ce geste n'était pas une revanche. C'était une délivrance. Une manière de remettre de l'ordre dans une histoire qui lui avait longtemps échappé. Elle termina en regardant la caméra droit dans l'objectif,
avec une force nouvelle. La vérité n'est-ce pas une arme? C'est une lumière. Et je n'ai plus peur de m'y tenir. Biseprasinam Bio. Dans les mois qui suivirent sa confession, Juliette retrouva un calme qu'elle croyait perdu. Elle vivait plus lentement, dans une maison baignée d'une lumière douce, où chaque matin ressemblait à une page blanche. Elle travaillait, mais sans urgence. Elle parlait, mais sans se cacher. Elle avait cette façon nouvelle de respirer, profonde, régulière, comme si son corps acceptait enfin de se reposer après des années de tension. Elle ne renia rien du passé. Elle ne chercha pas non plus à s'en détacher. Elle comprit que certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles changent simplement de place. Elles cessent d'être des blessures pour devenir des contours. Et dans ce contour précis, elle trouva un espace pour elle-même, un espace où elle n'était plus l'ombre d'une autre, mais une présence entière. La paix qu'elle retrouvait n'était pas éclatante. Elle était simple, presque silencieuse. Une tasse de thé chaude. Un rayon de soleil sur une table en bois. Un scénario qu'elle lisait sans crainte de se perdre. Elle murmura un jour à une amie. La liberté commence quand on accepte de se tenir dans sa propre lumière. Biseprasinam Bio. Et cette fois, elle n'avait plus besoin de la partager pour qu'elle existe.